Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Après un appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président russe se dit prêt à travailler avec l'Ukraine sur un mémorandum d'entente pour un éventuel accord de paix, un accord de paix sous conditions. De son côté, Zelensky se dit prêt à étudier l'offre. L'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine a-t-il fait avancer les choses? Peut-on s'attendre à un tournant dans le conflit actuel, dans la guerre actuelle? Réponse ce soir avec Mohamed Badin-Niati. Oui, vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui ressort de cet appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Oui, on voit très bien qu'après cet appel téléphonique, les divergences sont au grand jour entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Leurs agendas sont différents. Donald Trump souhaite accélérer, trouver un accord rapide pour finalement coller à ses promesses électorales et ce qu'il avait promis au peuple américain, c'est-à-dire un accord rapide sur l'Ukraine pour en sortir finalement de cette guerre et de son financement et de l'armement des Ukrainiens. De l'autre côté, Vladimir Poutine, lui, contrôle toujours 20% du territoire ukrainien et a un agenda bien différent puisqu'il souhaite à la fois des négociations, mais maintenir en même temps les combats. Et c'est la raison pour laquelle Vladimir Zelensky, lui, a très vite rapporté le fait que Vladimir Poutine souhaitait gagner du temps et que les divergences étaient beaucoup trop élevées pour parvenir à un quelconque accord ou à une quelconque négociation pour le moment. Justement, donc Vladimir Poutine qui qualifie cet appel de franc, d'utile. De son côté, vous l'avez dit, M. Zelensky pense que Vladimir Poutine est en train d'essayer de gagner du temps. Vous, qu'en pensez-vous? Quelle analyse faites-vous de la situation? Pourquoi gagner du temps, justement? Quel intérêt? Écoutez, sur le terrain, Vladimir Poutine contrôle 20% de l'Ukraine. Il y a la volonté de maintenir aussi la Crimée. Il sait que l'armée ukrainienne souffre beaucoup en termes de ravitaillement. C'est-à-dire que depuis l'élection de Donald Trump, le ravitaillement est beaucoup plus faible qu'à l'époque de Joe Biden en termes d'armes, en termes de munitions, en termes aussi financiers. Donc il y a une volonté ukrainienne de trouver une solution rapide et de parvenir à des négociations tout en ayant des garanties de sécurité de la part des Américains. Et de l'autre côté, on voit que Vladimir Poutine, lui, a vraiment le temps et la montre, il joue la montre et la montre lui est favorable. Et Vladimir Zelensky est dans une situation très difficile puisque avec Joe Biden, il avait un soutien total des Américains et des Européens. Et désormais, il y a une ligne de fracture qui est très claire entre Américains et Européens concernant le conflit ukrainien et sa résolution. Donc on voit que la position de Vladimir Zelensky a beaucoup changé et que ses exigences sont très difficiles désormais à être résolues quelque part, et alors que Vladimir Poutine, lui, a un soutien de son armée, évidemment, mais également des Chinois, et un contrôle du territoire qui lui permet de gagner du temps. Et sachant que Donald Trump est pressé par un accord, Vladimir Poutine, qui est un joueur d'échecs, prend tout son temps et cherche à négocier le moindre détail. Une Ukraine donc fragilisée, la volonté de Volodymyr Zelensky de trouver une solution tout en ayant des garanties, vous l'avez dit. Poutine qui lui est prêt au dialogue, Zelensky prêt donc à écouter cette offre. En tout cas, on s'attend peut-être à une éventuelle rencontre dans les jours qui viennent entre les deux chefs d'État. Peut-on croire aujourd'hui à un tournant suite à cet appel téléphonique avec Donald Trump? Ça me paraît très difficile pour le moment, parce qu'on a vu Vladimir Zelensky se rendre à Istanbul. Vladimir Poutine ne s'est pas rendu à Istanbul. Zelensky l'a attendu un peu seul. Il y a désormais la volonté de Trump peut-être de laisser le Vatican organiser, et le nouveau pape Léon XIV, une rencontre. Je ne vois pas Vladimir Poutine ni un officiel de haut rang du côté russe, type Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, se rendre à Rome quand on connaît le différend religieux profond entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique, apostolique et romaine. Donc tout ça me paraît un peu assez flou. Et la situation elle va être beaucoup plus compliquée pour Zelensky, qui va devoir justifier auprès de Donald Trump, mais aussi auprès de son opinion publique, la situation et l'impasse dans laquelle il est, alors que Vladimir Poutine, lui, va clairement, je pense, rejeter l'offre du Vatican et essayer de se placer comme celui qui, finalement, a toutes les cartes en main.
Mhm. Donc une Russie qui semble avoir aujourd'hui l'avantage, qui continue d'avancer sur le terrain et justement il y a une réponse européenne. Il y a de nouvelles sanctions qui ont été donc infligées à la Russie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces sanctions peuvent faire finalement la différence puisque ce ne sont pas les premières et ça ne semble pas arrêter Vladimir Poutine? Écoutez, on a l'Union européenne plus le Royaume-Uni qui ont adopté le 12e paquet de sanctions. On a vu que pour le moment, l'économie russe a été quand même assez résiliente puisqu'elle a réussi à se réorienter. Le pétrole russe est désormais vendu aux Chinois et non plus aux Européens. Le pétrole russe est parfois vendu aux Européens de façon indirecte quand ça passe par l'Inde et les Émirats arabes unis, ce qui est assez cocasse. Et de l'autre côté, on voit que les Russes désormais ont noué des relations commerciales, notamment à travers les BRICS+, avec un certain nombre d'autres acteurs, et ont finalement réussi à bien s'en sortir. Ça démontre aussi une chose, ce paquet de sanctions, c'est que la fracture désormais est actée entre les Européens et les Britanniques d'un côté, et les Américains de Donald Trump de l'autre. On voit même, au-delà de ces sanctions, les Allemands, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vraiment envisager des investissements massifs dans leur armée, afin de se constituer une armée, ce qui prouve aussi que les Européens ont conscience d'une chose, c'est que s'il y a un accord Trump-Poutine et sur le dos de Zelensky et des Européens, selon eux, Poutine n'hésitera pas à attaquer un autre pays européen, mais cette fois-ci un membre de l'OTAN et un membre de l'Union européenne. On pense notamment aux États baltes et certains autres analystes estiment que, par exemple, la Finlande pourrait elle aussi être attaquée, donc des pays assez proches de la Russie, ce qui fait que ces nouvelles sanctions sont nécessaires d'un point de vue européen, mais elles seront certainement insuffisantes pour stopper les volontés hégémoniques de Vladimir Poutine. Une fracture qui se confirme, vous l'avez dit, entre l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Qu'est-ce que ça dit de l'OTAN aujourd'hui? Ça dit de l'OTAN qu'elle est dans une crise existentielle. L'OTAN a été créée dans un contexte de guerre froide. Dans les années 90, beaucoup pensaient qu'elle serait démantelée vu la chute de l'Union soviétique. Elle s'est maintenue. Elle a opéré dans des endroits très différents. Elle est même intervenue en Afghanistan, on s'en souvient, en 2001. Elle est intervenue au Kosovo en 99. Et désormais, elle est face à une crise existentielle et une nécessité pour l'OTAN de se régénérer, puisque là se pose la question du financement américain, se pose la question de la protection américaine pour tout un tas de pays européens qui ont des dépenses militaires très très faibles depuis des décennies, et se pose aussi la question de l'article 5, la solidarité. Que se passera-t-il si, par exemple, les pays baltes, l'un des pays baltes, la Finlande, par exemple, ou un autre pays, est attaqué? Que se passera-t-il? Est-ce que Donald Trump aidera ces pays-là, notamment ce sont les pays baltes ou la Pologne, membres de l'OTAN, ou est-ce que Donald Trump laissera faire? Et là se pose la question de la capacité aussi des Européens à répondre seuls à Vladimir Poutine, puisque pour le moment, les Ukrainiens ont reçu un appui américain très important depuis le début de la guerre, il y a plus de 3 ans. Donc c'est tout un tas de questions qui se posent d'un point de vue stratégique pour les Européens. C'est une véritable révolution culturelle, j'ai envie de dire, qui est en train de se faire chez les Allemands particulièrement, chez tout un tas d'acteurs ce qui va obliger aussi ces pays-là à réorienter une partie de leurs dépenses vers les dépenses militaires, et ça risque aussi de créer très certainement des discussions en interne assez profondes et assez difficiles. Une révolution culturelle qui est en train de s'opérer, un nouvel échiquier mondial, peut-être un nouvel ordre mondial en pleine mutation, de nouvelles alliances aussi qui se créent et d'autres qui peuvent se défaire. Écoutez, l'OTAN est face à un tournant stratégique, donc on va voir comment tout cela va se constituer. Est-ce qu'il y aura un pôle européen de la défense à l'intérieur de l'OTAN, ou est-ce que les Américains vont faire le choix radical sous Donald Trump vraiment d'abandonner l'OTAN, ce qui paraît très peu probable, mais certainement la création d'un pôle européen de la défense. Ensuite, va se poser la question de qui va financer quoi en Europe, puisqu'on a 2 puissances nucléaires, la puissance nucléaire britannique et française, sachant que seule la française est totalement indépendante. La britannique reste très dépendante des États-Unis, donc ça pose aussi pas mal de questions, on va dire, fonctionnelles. De l'autre côté, il y aura forcément des réalignements d'alliances, et un pays comme la Turquie, qui est membre de l'OTAN, mais qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui souhaite l'être depuis des années, va certainement jouer un rôle de plus en plus important, puisqu'il est le pays qui contrôle les détroits entre la mer Noire et les mers chaudes.
de la Méditerranée et la mer Égée. Et il est aussi le pays qui stratégiquement est entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Donc très certainement, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan risque de jouer un rôle encore plus important, n'en déplaise aux Européens, et on risque de voir aussi tout un tas de pays vouloir se positionner d'un point de vue militaire et essayer d'augmenter leurs capacités. Je pense notamment à l'Inde, mais je pense aussi aux pays que Donald Trump a visités récemment, comme l'Arabie saoudite, par exemple. On est face à une incertitude un petit peu totale par rapport à comment va évoluer la situation au niveau mondial, les rapports de force également. Une Russie qui, on l'a dit tout à l'heure, prend son temps, qui semble avoir l'avantage, mais aussi un Donald Trump qui peut s'impatienter finalement puisqu'il veut accélérer les choses. Un Donald Trump qui est imprévisible, donc pour l'instant, on est dans le flou total. Tout peut arriver. Oui, tout peut arriver et Donald Trump va avoir plusieurs problèmes à gérer qui vont être le premier, son problème, on va dire, d'ego, c'est-à-dire qu'il était persuadé de pouvoir réussir très rapidement et comme je l'ai dit tout à l'heure, Vladimir Poutine est un joueur d'échecs et le fait patienter et Donald Trump n'a pas cette patience-là. Il veut faire des deals, il est dans cette logique de diplomatie transactionnelle. Il pensait qu'en levant les sanctions américaines contre la Russie, Vladimir Poutine accepterait rapidement un accord, et ce qui n'est pas le cas, donc ça risque de l'énerver. L'autre élément important, c'est qu'on aura des élections de midterm dans 1 an et demi. Et si Donald Trump perdait la majorité dans l'une des chambres, voire même dans les 2 chambres, le rapport de force se rééquilibrerait, et notamment la question du financement, puisque le budget est voté par le Congrès, se poserait la question alors d'une bataille entre la Maison-Blanche et le Congrès concernant le financement ou non de l'armée ukrainienne. Donc on voit que Donald Trump lui-même est dans une situation beaucoup plus compliquée qu'il y a quelques semaines quand il était triomphant et qu'il va devoir lui aussi trouver des solutions rapides sans perdre la face en interne et d'un point de vue international. Merci à vous, Monsieur Mohamed Benin Yatioui, pour cette analyse de la situation. Je rappelle que vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.